La vie municipale est remplie d'enjeux et de décisions. Parfois, ceux-ci sont pour le mieux ou pas. Dans tous les cas, ils sont essentiels pour un développement actif, soutenu et encadré des municipalités. Madame Alexandra Labbé est la mairesse de la ville de Chambly depuis 2019, en plus d'avoir été conseillère municipale auparavant. Elle entame la 4e séance du conseil municipal de Chambly avec son mot de la mairesse. Écoutons-la d'aborder le déroulement des étapes qui concernent l'ancien terrain de golf de Chambly. Avant d'entamer l'ordre du jour de ce soir, je voulais absolument m'adresser aux citoyennes et aux citoyens du secteur de l'ancien golf ainsi qu'à l'ensemble de la population pour vous dire quelques mots sur ce dossier qui nous tient profondément à cœur. Depuis plusieurs années, la Ville de Chambly travaille avec rigueur et diligence sur le projet de l'ancien terrain de golf. Ce dossier, qui a été entrepris très sérieusement dès 2022, a mobilisé nombre d'équipes professionnelles, arpenteurs, géomètres, notaires, ingénieurs, ainsi que nos ressources juridiques et administratives à l'interne. Chaque étape a été documentée, chaque engagement négocié dans les règles de l'art avec 2 partenaires. Le conseil municipal a suivi activement ce processus en prenant des décisions éclairées à chacune des étapes franchies. À l'automne dernier, tous les signaux laissaient entrevoir une suite positive du processus à la suite de la réception d'une confirmation de transaction à venir. Des représentations entre le promoteur et le représentant des propriétaires du golf avaient eu lieu en novembre 2025, visant à respecter les paramètres négociés entre les parties depuis 2022. L'horizon semblait dégagé, on y croyait sincèrement. Or, malgré tous ces signes encourageants, nous devons aujourd'hui vous informer qu'à l'échéance du 31 mars 2026, la transaction n'a pas été conclue. Le conseil municipal avait consenti en décembre dernier à un délai supplémentaire puisqu'il était raisonnable et fondé. Il avait été accordé de bonne foi afin de permettre aux parties de finaliser leur entente. Or, les engagements n'ont pas été respectés dans les délais convenus. Ce soir, je vous dis simplement ceci, je suis déçue. Déçue pour vous, résidents et résidentes du secteur qui attendez, avec raison, des améliorations concrètes en matière de circulation, de mobilité active et de qualité de vie de votre milieu de vie. Ce projet devait notamment permettre des travaux d'infrastructure, l'aménagement d'un parc de quartier et, très important, la préservation d'un espace vert précieux au cœur même de notre périmètre urbain. Ce sont des promesses que nous ne pourrons tenir dans les délais prévus en raison de circonstances qui échappent à notre contrôle. Cela dit, permettez-moi d'être clair sur les engagements du Conseil. Le zonage demeure en vigueur. Les solutions sur lesquelles nous avons travaillé ensemble sont réalistes et nous trouverons la bonne façon de les mettre en œuvre. La Ville ne baissera pas les bras. Nous sommes actuellement en analyse pour la suite des choses. Cette analyse est sérieuse et le Conseil s'appuie sur un soutien légal externe pour s'assurer d'une analyse neutre et complète des démarches que nous pourrons entreprendre afin de faire respecter les ententes conclues et de protéger les intérêts de la collectivité. Ce soir, il m'est impossible de vous donner toutes les réponses que vous souhaiteriez avoir. Certains processus devront suivre leur cours. Les membres du Conseil ainsi que moi-même devront user de prudence dans ce contexte qui est judiciarisé. Aussi, je m'engage, au nom du Conseil municipal, à continuer d'agir avec transparence, responsabilité et surtout à garder votre qualité de vie comme priorité absolue. Je tiens à vous remercier pour votre patience dans ce dossier. Elle témoigne de votre attachement à votre milieu de vie. Elle enchaîne avec l'annonce d'une belle récompense. L'environnement est au cœur des priorités pour la Ville et voici comment elle est devenue récipiendaire de cette distinction. Sur une note plus positive, vous avez remarqué ici à ma droite un drôle de bloc d'aluminium. Peut-être qu'à distance, ce n'est pas clair. C'est écrit Go Recycle 2026, partenaires municipaux Ville de Chambly. Qu'est-ce que c'est? En fait, la Ville de Chambly a reçu un prix Go Recycle 2026 dans la catégorie partenaires municipaux pour notre récupération des appareils de réfrigération et de climatisation, donc ces fameux appareils qui contiennent du fréon. Et en 2025, c'est surtout grâce à vous, grâce à votre participation, qu'on a ensemble valorisé 17 495 kilos de matière et éviter l'équivalent de 293 tonnes de gaz à effet de serre. Depuis 2022, c'est plus de 42 000 kilos de matière qui ont été détournés de l'enfouissement. Merci à vous, à toute la population. Vos gestes comptent. Je vous rappelle d'ailleurs que l'Écocentre de Chambly accepte ces appareils gratuitement, sans limite de volume, durant ses heures d'ouverture, et je nous félicite tous.
Pour la suite de son mot de la mairesse, Mme Labbé fait part aux citoyens des rencontres qui ont eu lieu avec les élèves de l'école secondaire pour la sensibilisation à la vie politique municipale. Ce soir, le conseil municipal va adopter une résolution pour confirmer le choix d'activités issues des recommandations formulées par les jeunes de l'école secondaire de Chambly dans le cadre du Conseil des jeunes élus 2026. Cette démarche visait à initier nos ados à la politique municipale et à promouvoir l'engagement civique. On a réinventé les 2 P de la participation publique. On a fait des midis pizza et politique. Donc, on a souhaité aller à leur rencontre. On a organisé ces 2 activités pendant l'heure du midi. Il y a environ une quarantaine de jeunes qui ont participé à chaque fois. Je vous dirais que la participation était variable, mais l'intérêt était là. Lors de la première rencontre, en présence des membres du conseil Annie Legendre et Serge Savoie, on a échangé avec les élèves sur le fonctionnement de la ville, le rôle des personnes élues, les façons de s'impliquer. Lors de la seconde, ils et elles ont vécu l'expérience d'une séance plénière en travaillant sur de vrais projets municipaux en loisirs. Je veux d'ailleurs souligner la participation très positive des jeunes qui reflètent bien leurs valeurs, celles de leurs parents, assurément, et qui étaient très connectés sur les enjeux actuels. Ils ont posé des questions sur les opportunités d'engagement bénévole dans la communauté, sur l'achat local, j'ai été très agréablement surprise, sur l'état de nos routes, bien entendu, et sur le compte de taxes municipales. D'après moi, les parents ont jasé. Je tiens à remercier chaleureusement nos jeunes pour leur enthousiasme, le personnel de l'école secondaire de Chambly pour leur précieuse collaboration. C'était une première pour le conseil jeunesse avec l'école, donc on espère que ça fera boule de neige, ainsi que bien sûr nos équipes municipales pour leur dévouement, la gang des communications, je pense particulièrement à vous. J'espère sincèrement que l'expérience aura donné le goût aux jeunes de s'engager dans la communauté et que le dialogue ouvert ensemble va se poursuivre, qu'ils pourront aussi suivre le résultat de la résolution de ce soir et de retrouver les activités dans leur programmation estivale. Donc, on a bien hâte de recroiser ces jeunes. La période de questions s'amorce et un citoyen prend la parole pour obtenir plus d'informations sur les mauvaises herbes comme l'herbe à poux et le panais sauvage qui est au point 6.8 de l'ordre du jour. Sachez que les ordres du jour sont toujours accessibles sur le site Internet de la Ville au chambly.ca. Et puis, sur le point 6.8, point de vue du panais, ça comprend-tu les mauvaises herbes? Le panais sauvage, là, c'est vraiment une espèce très précise qui a des dangers au niveau de la sécurité publique. Le panais sauvage, quand on y touche, il y a vraiment une réaction cutanée avec le soleil là, qui peut être très grave. Puis c'est une espèce, là, on les appelle les EEE, je pense, les espèces exotiques envahissantes. Donc c'est vraiment que cette espèce-là qui est visée au contrat. OK. Et pour les questions des terrains qui appartiennent à la Ville, pour les l'herbe à poux, l'herbe à... les autres choses, les mauvais... est-ce que la Ville a un contrat pour ça? On a un programme d'arrachage de l'herbe à poux là, qui revient annuellement. Donc ça, on a des campagnes ciblées pour ce volet-là. Là, c'est sûr qu'on rentre dans ce vaste sujet, les mauvaises herbes, lesquelles, pour qui et comment, là, parce que pour certains, des pissenlits, c'est des mauvaises herbes. Pour d'autres, c'est du pollen très intéressant. Donc, je vous dirais qu'on est en moi, je travail. me réfère plus au règlement municipal de nuisance. Laissez-moi juste terminer ma réponse. Là, je vous dirais qu'on est en train de trouver l'équilibre entre biodiversité, donc une certaine période où on va faucher moins. Donc, travailler sur ce volet-là tout en étant respectueux de notre propre réglementation puis en gardant ça quand même à un niveau là, de contrôle. Fait que je vous dirais qu'on est en train là, de travailler sur ce juste milieu, cet équilibre-là. Mais moi, je vous encourage aussi au courant de l'été, vous voyez certaines zones ou certains secteurs là, à nous écrire puis on verra. Fait que mes commentaires écrits vont être regardés. Bien, ils le sont toujours. Là. Quand on reçoit des courriels, on s'en occupe en général. Un citoyen aguerri qui observe attentivement la situation de l'ancien terrain de golf de Chambly revient sur le sujet et demande des explications supplémentaires. Donc, je pense que vous seriez déçus si je ne parlais pas du golf. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander ce que vous allez faire, parce que vous avez déjà dit que vous ne pouvez pas le dire tout de suite parce que vous ne le savez pas. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais donc, le 2 décembre, quand il y avait une prolongation qui avait été accordée, M. Talbot avait dit ces jours-ci, il y a la signature chez le notaire.
on a confirmation qu'il y a un mandat du côté d'un notaire entre Maison Pépin et l'entreprise de l'Ancien Golfe. Donc, eux vont passer chez le notaire prochainement et nous, on a déjà donné mandat à un notaire là ou avant le 31 mars. Donc, c'était pas juste des indications, c'était réglé. M. Thibault a ajouté, bien entendu, vous comprendrez qu'avec le temps des fêtes, le délai de disponibilité des notaires, c'est pour ça qu'on a une zone tampon, justement. Quand est-ce qu'on va vraiment avoir l'heure juste? Mais moi, je vous confirme que ce que vous venez de dire, là, dans l'essence, c'est exactement ce qui se passait. On avait effectivement réservé des dates chez le notaire, on était prêts de notre côté. Tu sais, juste revenir là, sur... Quand je vous dis que tous les feux étaient ouverts, nous, comme conseil, on contrôle la portion de la municipalité. Fait que nous, ce qu'on peut faire, c'est s'assurer que de notre côté, tout est ouvert. Ensuite, on a la bonne foi puis les communications qu'on a de l'autre côté, puis je vous confirme qu'on a eu une correspondance notariée qui nous disait que les deux parties étaient sur le point de conclure puis que ça se faisait. Après ça, il y a tout un pan qui est sous le couvert de la confidentialité pour toutes les raisons qu'on connaît. Puis moi, je ne peux pas m'avancer plus loin que ce qu'on a eu comme correspondance puis ce que nous, on a respecté comme engagement. Mais du côté ville, je confirme tout ce que M. Talbot a dit au moment où il l'a dit, c'est exact, puis c'était ce qu'on avait comme feu vert. C'est exactement ce que j'ai dit dans mon mot d'entrée de jeu. Pour nous, il n'y avait aucune raison de croire que ça s'en allait pas se réaliser. Okay. Vous avez reçu une lettre du président du club de golf Chambly à laquelle vous n'avez pas répondu. Il est venu lors d'une assemblée du conseil. Ses voyants à lui n'étaient pas verts du tout. Mais écoutez, là, je peux répéter ce que j'ai dit à ce moment-là, je vais le redire, même s'il était devant moi. Cette personne-là a nommé un représentant. Ce représentant-là a été inscrit au registre des lobbyistes. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce genre de dossier-là. Si après, cette personne-là dément ce qui a été fait par son représentant, ça, c'est quelque chose qui n'appartient pas à la municipalité. C'est quelque chose qui ne nous touche pas et ne nous regarde pas. Puis ça, je ne peux pas répondre de ça. C'est là-dessus que je vais m'arrêter. Une citoyenne se présente ensuite au micro et interroge la mairesse sur les normes municipales en matière de démolition. On peut l'écouter. Bonsoir. Carole Gagnon. J'avais une question concernant la révision pour la décision sur la démolition du 83 Saint-Pierre. Oui. Je voulais en connaître un peu plus sur le processus qui a été fait là, parmi le conseil d'administration pour arriver à la décision qu'on saura un peu plus tard ce soir. Moi, j'avais l'intention là, de préciser là, un peu tout ce qu'on prend en considération pour cette décision-là. Peut-être arriver au point 7.5, si je prends le temps de bien décrire là, les différents éléments pris en compte. Est-ce que ça vous va? Oui, le processus que vous avez utilisé pour arriver à la décision et tout. Je ferai ça à ce moment-là. Excellent, merci. Merci beaucoup. L'un des premiers points à l'ordre du jour concerne le mythique édifice Joseph-Ostigui. 5.2, c'est la réalisation d'entente avec la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu-Rouville pour l'édifice Joseph-Ostigui pour 2026-2027. Justin Carré, je le propose. Jean-Philippe Thibault, j'appuie. Monsieur Carey, Monsieur Thibault. Oui, Madame. Je vais demander le vote. Parfait. Monsieur Talbot. Carl Talbot, je suis pour la résiliation. Jean-Philippe Thibault, Monsieur je suis Thibault. pour la résiliation, mais je dois mentionner que je suis d'avis que dans le futur, de tels contrats devraient comporter des clauses de fin de contrat ou des contraintes pour ne pas que la Ville soit exposée à des dépenses supplémentaires. Merci. Madame Gay. Donc, moi, j'ai un petit commentaire à formuler à ce sujet. Je suis en accord avec la résiliation de l'entente avec la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu-Rouville, mais j'aimerais toutefois préciser que je n'étais pas impliquée dans la décision initiale ni dans la négociation de cette entente. Mon appui aujourd'hui vise avant tout à mettre fin à la situation actuelle. Cela dit, je dois exprimer un désaccord quant au versement additionnel de 22 865,36 $ de dollars. Des sommes publiques importantes ont déjà été engagées
alors que les prévisions annoncées n'ont pas été atteintes et nous sommes maintenant devant une fin abrupte. Dans ce contexte, malgré le fait que je sois en désaccord avec les frais, il m'apparaît nécessaire de clore ce dossier afin de limiter davantage l'exposition financière de la Ville et d'assurer une gestion rigoureuse des fonds publics. Donc, je vais voter pour, évidemment, la résiliation, mais je tenais à préciser que j'étais en désaccord avec le montant supplémentaire qu'on doit payer. Merci. Madame Legendre? Je suis pour la résiliation de l'entente. Monsieur Savoie? Je suis pour la résiliation de l'entente, très déçu de la tournure des événements. Monsieur Ricard? Luc Ricard pour. Monsieur Carey? Justin, pour résilier l'entente. Monsieur Monard? Oui, je suis pour la résiliation aussi. Donc, à l'unanimité. Madame la mairesse cède la parole au conseiller municipal, M. Carey, pour revenir sur le panais sauvage de plus en plus présent en ville. Au point 6.8, M. Carey, je vous cède la parole. Merci, Mme Labbé. Il s'agit du contrat de travaux d'arrachage manuel de panais sauvages à l'entreprise Viridis Service horticole pour un montant de 58 125 et 61. En fait, notre équipe verte a noté environ tout près de 30 sites. Puis aussi, il y a des citoyens qui nous ont rapporté des sites où il y avait du panais sauvage. Et comme l'avait dit Mme la mairesse tantôt, c'est une espèce exotique envahissante qui occasionne des enjeux de santé publique et des santé au niveau de nos travailleurs. Donc, on fait affaire avec une firme qui va, une entreprise qui va pouvoir l'arracher. Donc, voilà. Merci. Par la suite, c'est la conseillère Mme Gay qui se charge de lire une demande de contribution financière. Écoutons-la. Au point 7.2, Mme Gay, je vous cède la parole. Oui, merci. Demande de contribution financière pour des logements sociaux, lot 3 070 boulevard de Périgny, de les offices, oui, effectivement, d'habitation du bassin de Chambly et Roussillon. C'est pour le démarrage du projet, l'organisme à but non lucratif, les offices d'habitation du bassin de Chambly et Roussillon, choisi comme porteur du projet, demande à la Ville de défrayer les frais de préparation du site qui s'élèvent à un montant d'environ 12 500 $. Ce montant comprend certificat de localisation, étude de faisabilité, dépôt, attendez un petit peu, c'est comme dépôt au GRTSO et des tests de sol. Voilà, donc je propose. La démolition d'un immeuble ou maison ne se fait pas sans évaluation. Les critères à respecter sont nombreux et laborieux. Mme Labbé explique le tout pour le 83 rue Saint-Pierre et s'en est suivi d'un vote. 7.5, on est donc à la révision sur la décision du comité de démolition rendue le 25 février pour le 83 rue Saint-Pierre, donc pour le bénéfice de tout le monde qui n'était pas nécessairement présent au comité de démolition, puis suite à la demande aussi qu'on a eue au micro. Je vais prendre le temps, là, bien entendu, une demande de démolition, quand c'est déposé, on a des critères qu'on doit prendre en considération. Je ne referai pas la belle présentation que M. Talbot a faite le mois passé là, au Conseil sur tout ce qui sous-tend l'exercice du comité de démolition, mais je pense que c'est très, très, très intéressant là, pour ceux qui seront curieux, qui n'ont pas vu la dernière séance. Je nous fais augmenter nos vues. T'sais. Allez voir la dernière séance. Je pense que M. Talbot a vraiment bien expliqué ce qui sous-tend la décision. Je pense que dans ce cas-ci, je veux prendre le temps d'aller plus précisément sur les critères eux-mêmes qui sont pris en considération et par le comité de démolition. Je ne vous le cacherai pas, en ce qui est déposé aux élus pour prendre la décision de maintenir ou de réfuter la décision du comité de démolition, c'est l'ensemble du dossier. Donc, l'ensemble du dossier qui a été déposé en comité, le rapport, le procès-verbal du comité lui-même. Bien entendu, là, les conseillers peuvent poser des questions à leurs collègues qui siègent sur le comité de démolition. On a tous le loisir d'aller s'informer aussi à l'extérieur. Là, chacun a son opinion à se former, donc ils peuvent aller chercher là, l'information où ils le souhaitent. Puis, je vous dirais que dans ce cas particulier-là, on a aussi là, des critères supplémentaires qu'on a pris en considération. Fait que je vais passer au travers, on va prendre le temps.
Donc, dans les critères d'évaluation obligatoires à considérer, il y a l'avis du comité consultatif d'urbanisme dans le cas qui nous occupe. Le 83 rue Saint-Pierre, le comité s'était penché sur la demande et avait émis une opinion défavorable le 16 février 2026. Donc, pour plusieurs raisons, là, mais surtout, principalement, je vais juste être sûr de vous nommer les bonnes. Donc, avec l'état d'immeuble qui permet quand même sa rénovation et sa restauration, avec le coût des travaux de rénovation et de restauration qui sont importants, mais qui se rapprochent de la valeur d'une construction neuve. Mais je pense que le critère le plus considéré là, par le CCU, c'est la perte de la valeur patrimoniale de cet immeuble qui serait considérable en raison de son insertion, de son type d'architecture et de son âge. Ensuite, on a deuxième critère qui est obligatoire à considérer dans ces décisions, c'est l'état de l'immeuble visé dans la demande. Donc, comment on vérifie l'état de l'immeuble? Bien entendu, le conseil ne se déplace pas sur place pour se dire, selon moi, ça ressemble à ça. On a des expertises professionnelles qui sont déposées. Donc, dans ce cas-ci, on a eu accès à 2 rapports généraux, là, donc sur l'état général de la maison, puis un rapport là, spécialisé. Donc, vraiment là, sur l'état des moisissures et de l'humidité dans la maison. Fait que je pense que ça, c'est important de le nommer. Donc, 3 rapports distincts qui nous ont été présentés. Ensuite, au niveau du 3e critère, on a la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage. Donc, présentement, au niveau extérieur, l'apparence architecturale du bâtiment, elle est adéquate, elle respecte là, notre règlement sur l'entretien et la salubrité des immeubles. Donc, dans le voisinage, là, elle n'a, dans l'état, aucun impact négatif. Donc, je dirais qu'il y a une question aussi là, de notion de cette rue-là. Hein. C'est une rue qui a des insertions très particulières, la rue Saint-Pierre. Donc, son intégration dans le reste du paysage a un impact très positif aussi, il faut le dire. Le critère numéro 4, le coût de la restauration, le remplacement d'éléments architecturaux manquants ou endommagés, l'ajout de nouveaux éléments compatibles avec le style, l'époque et le caractère du bâtiment patrimonial. Quand on parle de ce critère-là, le numéro 4, là, vous allez dire c'est de bien grands mots, ce qu'on se pose comme question, c'est quel effort cela demanderait de restaurer ou à quel endroit on aurait du travail à faire pour que le caractère du bâtiment patrimonial soit rehaussé, protégé ou restauré. Donc, c'est vraiment ce volet-là. Le bâtiment duquel on parle a quand même maintenu son caractère d'origine. Il y a eu certaines modifications, mais qui ne sont pas irréversibles. L'utilisation, au critère 5, l'utilisation projetée du sol dégagé, un usage viable et compatible dans les caractéristiques architecturales avec le milieu d'accueil. Donc, on doit aussi considérer, dans l'un des critères qu'on considère, ce qui est prévu faire avec le remplacement, donc le sol dégagé, donc ce qu'on prévoit faire. Dans ce cas-ci, la fonction est compatible avec le contexte bâti de la rue Saint-Pierre, elle demeure inchangée. Et la rue comprend d'autres bâtiments unifamiliales isolés. Donc, le projet qui est proposé fait du sens dans ce contexte-là. Je saute, il y a plein d'images. Je ne vais pas vous les décrire. Au point 6, un autre critère, c'est le préjudice qui est causé aux locataires, le besoin en logement dans les environs, la possibilité de relogement des locataires dans le cas où l'immeuble comprend un ou plusieurs logements. Vous comprendrez que ce n'est pas un critère qui est nécessairement applicable à tous les projets dont on doit discuter de la démolition. Dans ce cas-ci, il est occupé par les nouveaux propriétaires, elle n'est pas louée, donc cet enjeu-là n'est pas soulevé. Ensuite, au numéro 7, donc, je vous parlais des critères qui sont obligatoires jusqu'à 6. On était vraiment dans un descriptif très précis qu'on doit considérer. Le point 7 nous permet de considérer tout autre critère pertinent. Donc, on peut à ce moment-là ajouter ce qui nous paraît important de mentionner. Dans le cas du comité de démolition, ils se sont penchés, sur la perte de la valeur collective, culturelle et patrimoniale de l'immeuble, sa signification esthétique, historique, culturelle et sociale pour les générations passées, actuelles et futures.
Je l'ai nommé tantôt, il y a vraiment un contexte au niveau de la rue Saint-Pierre. Il y a vraiment une question de conserver un bâti plus modeste, un bâti plus ouvrier. Donc, la rue Saint-Pierre en soi est un contexte ou un ensemble à considérer. Bien entendu, il y a le volet là, où le bâtiment a été négligé par les occupants précédents aussi qui a été considéré. Ensuite, on a pris en considération comme autre critère les opportunités de récupération et de valorisation des matériaux et des équipements du bâtiment à démolir. Je dirais que c'est un critère qu'on considère généralement depuis un bon moment avec le comité de démolition. C'était une préoccupation qu'on a eue. Je pense qu'il a été surtout soulevé au moment de la Bennett, mais qu'on a décidé d'intégrer de manière systématique, donc qui nous permet aussi de demander là, aux demandeurs d'envisager la récupération. Donc, on parle ici de récupération de certains matériaux, porte-fenêtres, cuisine, environ 7 conteneurs de matériaux de construction qui seraient envoyés au centre de tri. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, moi, je pense que c'est très important de préciser que le conseil municipal, au-delà de ce qu'on a reçu via tout le dossier qui était accumulé pour le comité de démolition, on a aussi reçu un dossier synthèse qui a été déposé par les propriétaires, donc ça a été bien reçu. Tout le monde a pris le temps d'en prendre connaissance puis de bien en faire la lecture. Fait que je pense que c'est important de l'ajouter dans nos autres critères pertinents pour cette décision-là. Donc, maintenant, on arrive à la décision. Il faut savoir si on a une proposition de maintenir ou de désavouer la décision du comité de démolition. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose, Francine. Donc, vous proposez de maintenir? Je propose, en fait, de maintenir la décision. Du comité de démolition. Oui. Donc, de refuser la demande de démolition. C'est ça. Parfait. Est-ce qu'on a un appui? Serge Savoie, je l'appuie. Parfait. Madame la mairesse, je vais demander le vote. Parfait. Madame Guy et Monsieur Savoie. Demande de vote de Monsieur Thibault. Merci beaucoup. Donc, le résultat du vote, 7 votes pour le maintien de la décision, 1 vote contre. C'est tout pour aujourd'hui. L'émission tire déjà à sa fin. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez pas à visiter notre site Internet pour plus de contenu ou si vous souhaitez vous joindre à notre équipe. Merci et à la prochaine.